Histoire pour les oreilles. Dans la salle de classe, il y a beaucoup de jolies choses. Des dessins, des boîtes de cubes et des gros ballons pour rouler dessus. Il y a même une boîte très spéciale qui s'appelle la boîte à doudou. C'est dans cette boîte que tous les enfants mettent leur doudou pendant qu'ils font de la peinture ou des jeux. Et le soir, quand c'est l'heure des mamans, les doudous retournent dans les bras des enfants. Un soir, alors que tous les petits-enfants étaient rentrés chez eux, il restait un doudou dans cette boîte. C'était Céros, le rhino, le doudou de Julie. Julie était partie tellement vite qu'elle l'avait oublié. Céros, le rhino, leva la tête très doucement, regarda par-dessus la boîte et vit qu'il était tout seul. Il descendit comme il put et commença à se promener dans la classe. Il trouva des boîtes de feutre, mais il n'aimait pas dessiner. Il trouva les cubes en bois, mais ça ne l'intéressait pas. Mais quand il trouva la flûte de la maîtresse, alors là oui, il était drôlement content. Et il se mit à jouer, comme Julie dans sa chambre, même si ça casse les oreilles de sa maman. Oh, il ne jouait pas très bien, mais qu'importe, il était tellement content de jouer. Il joua toute la nuit, et quand il entendit le merle dans l'arbre de la cour de récréation, il se dit qu'il fallait aller se coucher. Il remonta dans la boîte à doudou et s'endormit. Le lendemain, tous les copains doudou se sont retrouvés dans la boîte et Céros le rhino leur raconta son aventure de la nuit. « Oh, trop chouette! Nous aussi on veut passer la nuit ici !» répondirent les doudous. On veut rester ici. Mais pas facile de se faire oublier. Il n'y a que Zébrou, le doudou de Martin, qui réussit à se cacher avec Céros. Ils se retrouvèrent tous les deux tout seuls et comme la nuit d'avant, se mirent à visiter la salle de classe. Zébrou trouva la boîte de cubes et se mit à construire un château. Il adorait les cubes. Martin passait ses journées à faire des constructions. Céros jouait de la flûte et se disait que ça serait bien s'il y avait plus de musiciens. Il faudra demander aux autres. Le lendemain, Céros et Zébrou racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et on sentait que l'envie de se faire oublier grandissait chez les doudous. Personne n'a su comment, mais à la fin de la journée, quand l'école se retrouva silencieuse, ils étaient 15 à se retrouver dans la boîte à doudou. Et ça bavardait, et ça rigolait. Hilas, le petit chien, mordillait l'oreille de Doudou Mouton, Rosalie la vache poussait de petits cris et Papin le lapin sautait partout. Céros le rhino n'arrivait pas à se faire entendre. Un peu de sérieux, les amis. Je sais combien c'est rigolo de se retrouver ensemble pour faire la fête, mais la nuit est courte. Je propose qu'on fasse un bal et que tout le monde danse. Qui sait jouer d'un instrument ? De l'accordéon, dit Violette. du tambourin, Répondit Papouf. du banjo, Ajouta Zozor le dino. Suivez-moi. Il y a plein d'instruments sur l'étagère au fond de la salle. Nous n'aurons plus qu'à nous servir et on va faire un orchestre. Chacun prit son instrument. Il a fallu s'accorder pour que ce soit joli. Violette, Doudou Mouton, Papouf, Zozor et Céros se mirent sur le bureau de la maîtresse. Et les autres attendaient le signal, prêts pour la danse. Céros s'avança au devant de la table. Bonjour les doudous, faites du bruit pour accueillir les roudoudous. Et 1, et 2, et 1, 2, 3, 4. Tout le monde se mit à danser jusqu'au petit matin, tellement qu'ils ont oublié l'heure. Et quand le merle de l'arbre de la cour de récréation s'est mis à chanter, tout le monde est vite retourné dans la boîte à doudou. Quand
la maîtresse est rentrée dans la salle, elle n'a pas vraiment compris pourquoi tous les instruments de musique étaient sur son bureau. Et dans la boîte, les doudous se retenaient pour ne pas éclater de rire. Histoire pour les oreilles. Il était une fois, dans une forêt très loin d'ici, plein d'animaux qui vivaient ensemble très simplement. Tout le monde était gentil avec son voisin. Le pigeon aidait les autres oiseaux à faire leur nid. En hiver, quand il faisait très froid, il y avait toujours quelqu'un pour proposer de l'aide aux autres. Le renard proposait d'ailleurs une chambre dans sa tanière et la tourterelle d'aller chasser des vers de terre pour les oiseaux trop vieux pour aller faire les courses. Le hamster faisait des provisions pour les plus petits et tout se passait très bien. Très bien, pas tout à fait, parce que dans la mare, il y avait une grenouille qui était très désagréable. Elle ne disait jamais bonjour, elle voulait toujours qu'on lui dise qu'elle était la plus belle et surtout, elle se vantait sans arrêt. J'ai la plus belle peau. Regardez cette couleur, ce brillant. Rien à voir, par exemple, avec le noir triste du plumage du corbeau, le marron boueux de la carapace de la tortue, ou même le blanc sale du mouton. Moi, c'est un vert étincelant, comme le plus beau des feuillages. Et elle ricanait, et elle se moquait des autres. Et en plus, la nuit, elle coassait très fort, plus fort que les autres, pour bien montrer qu'elle était la plus forte. Et elle coassait tellement fort que personne ne pouvait dormir. Même le coq, qui, du coup, chantait n'importe quand. Et les autres animaux de la forêt commencèrent à en avoir assez. Il y en a marre de ce tintamarre. Faut qu'elle parte de la mare, faut qu'on lui fiche la trouille. Faut le temps, vieille fripouille, va-t'en de là, va-t'en de là. Mais la grenouille ne voulait pas partir et se vantait tant et plus qu'à la fin c'était vraiment insupportable. Alors, les animaux se réunirent secrètement dans une clairière et le corbeau prit la parole. Il faut lui donner une bonne leçon. Qui a une idée? La poule, qui était un peu bête, proposa de noyer la grenouille et tout le monde éclata de rire. Le lapin proposa de lui couper les cuisses. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Cria le chien. On va quand même pas les manger. Des cuisses de grenouille. Le renard eut une très bonne idée. Parfois, quand j'ai trop faim, je vais chasser les souris dans la ferme, qui est tout au bout de la forêt, là où vivent les hommes. Et j'ai remarqué qu'il y avait de très gros animaux, bien plus gros que le plus gros de chez nous, avec des cornes et une grosse voix. On peut lui demander de venir. Je suis sûr qu'il pourra lui rabattre son caquet à cette espèce de grenouille. Oui, c'est mon copain le bœuf, dit l'étourneau. Je vais souvent manger des insectes sur son dos. Il est très gentil. Il nous aidera sûrement. Une délégation d'animaux partit vers la ferme, menée par le renard et l'étourneau, en tête du cortège. Le bœuf accepta tout de suite de venir les aider. Et quelques jours plus tard, le bœuf, confortablement installé au bord de la mare, se régalait avec son eau bien fraîche. La grenouille, qui dormait tranquillement entre deux eaux, fut réveillée par la vague que faisait la langue du bœuf en buvant dans la mare. Hé, qui c'est qui vient me réveiller de la sorte? Encore quelqu'un qui ne sait pas qui je suis? En sortant ses deux yeux globuleux hors de l'eau, elle aperçut le bœuf et fut impressionnée par sa taille.
Oh, je vais lui montrer à qui il a affaire. Je vais lui prouver que je peux être aussi grosse que lui. La grenouille sauta sur la berge et se tordit le cou pour regarder le bœuf dans les yeux. Tremble, gros balourd. Bientôt, je serai plus grosse que toi et tu verras qui sera le chef. Elle, qui n'était pas plus grosse qu'un œuf, commença à s'enfler, pour régaler l'animal en grosseur. Voyant tout ça, les autres animaux accoururent et s'installèrent, comme au spectacle. Gonfle, 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 faut souffrir pour grossir. Souffle, 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 tu ne vas pas t'en sortir. Mais la grenouille, envieuse et prétentieuse, continuait de se gonfler. Regarde bien, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? Nenni, Répondit le bœuf. M'y voici donc, point du tout. m'y voilà. Vous n'en approchez point. Et la grenouille gonfla si bien qu'elle éclata, pim, comme un ballon d'anniversaire. Personne ne fut triste. Bon débarras. Et c'est le hibou, le plus sage des animaux de la forêt, qui prit la parole. Mes amis, le monde est plein de gens qui ne sont pas sages, qui croient être des champions et qui ne sont pas grand-chose. Il y en aura toujours un qui voudra vivre au-dessus de ses moyens et, comme disent les hommes, péter plus haut que son cul. Il y en aura toujours un qui voudra être le chef, sans en avoir ni les moyens, ni les compétences. Il y en aura toujours un qui voudra imposer sa manière de penser. Mes amis, prenons garde et soyons nous-mêmes. C'est comme ça que nous serons vraiment heureux. Histoire pour les oreilles. Elle est arrivée à l'école le jour de la rentrée. Son papa et sa maman avaient dû la laisser à la grille. Elle est restée là, plantée, toute seule, dans la cour. Les autres enfants jouaient au ballon, à la marelle, et personne ne faisait attention à elle. Mais moi, j'avais bien vu qu'elle était timide et qu'elle n'osait pas venir avec nous. Elle regardait autour d'elle comme si elle était émerveillée par tout ce qu'elle voyait. Ses yeux étincelaient et n'étaient pas assez grands pour tout voir. La maîtresse tapa dans ses mains 3 fois. C'était le signal pour rentrer en classe. La petite fille restait immobile, ne sachant pas quoi faire. Il a fallu que la maîtresse aille vers elle pour qu'elle se mette à sourire. Elle est rentrée dans la classe la dernière. La maîtresse lui a dit de s'asseoir à la table du dernier rang, celle qui était toujours libre. Tous les enfants se sont retournés pour voir cette nouvelle tête. Certains rigolaient, comme s'ils se moquaient d'elle. D'autres chuchotaient entre eux, sûrement des réflexions pas très gentilles. Moi, je la regardais fixement. Je la trouvais très belle et j'avais très envie de savoir qui elle était. La maîtresse nous a lu une histoire avec un ogre et des petits-enfants. Tout le monde écoutait. La nouvelle élève avait le regard dans le vide, en souriant, comme si elle était ailleurs. Un moment, la maîtresse a raconté que l'ogre voulait manger les petits-enfants, et là, elle a poussé un cri de frayeur et s'est cachée sous sa table. Tout le monde a éclaté de rire, sauf moi. Je trouvais que c'était méchant de se moquer de quelqu'un qui avait peur. À la récré, elle était dans un coin de la cour. Tout le monde jouait et personne ne s'occupait d'elle, comme ce matin quand elle est arrivée. Moi, je suis allé la voir. Elle m'a regardé et elle m'a souri. Elle m'a dit qu'elle avait 6 ans, comme moi, qu'elle s'appelait Maya et qu'elle savait que moi, je m'appelais Tom. Pourtant, je ne lui avais rien dit. Alors comment faisait-elle pour savoir? Elle m'a répondu que c'était comme ça, qu'elle savait plein de choses et qu'il ne fallait pas lui demander pourquoi. Elle m'a dit qu'elle était différente de nous et qu'il ne fallait pas se moquer et que chez elle, les ogres n'existent pas. Moi, ça m'est bien égal qu'elle soit différente. J'avais envie d'être son amie,
Et puis ce n'est vraiment pas bien de se moquer des autres, sous prétexte qu'ils ne sont pas comme nous. Je lui ai demandé où elle habitait. Elle a réfléchi longtemps, avant de me répondre qu'elle habitait très loin, dans un grand pays, mais qu'elle venait d'arriver et qu'elle ne savait pas combien de temps elle resterait. Je lui ai proposé une partie de marelle. Elle ne savait pas y jouer. Ça m'a étonné. Tous les enfants du monde connaissent la marelle. Enfin, ce qu'il me semble. Elle a appris très vite et elle a même gagné toutes les parties. On est retourné en classe et j'ai demandé à la maîtresse si je pouvais m'asseoir à côté d'elle. Toute la classe s'est mise à rigoler, disant que c'était mon amoureuse et plein d'autres bêtises. Mais moi, je n'écoutais pas. J'étais tellement content d'être à côté de Maya. À midi, nous sommes allés manger à la cantine. Il y avait des frites! Elle les a dévorées, en me disant la bouche pleine de ketchup que chez elle, elle n'en mangeait jamais. C'est bizarre quand même, une maison où il n'y a jamais de frites. La compote, par contre, elle n'en a pas voulu. Elle a goûté, mais elle a fait la grimace. Mais j'étais bien avec elle, alors ça m'était un peu égal qu'elle n'aime pas la compote. À la récré, après le repas, on est resté sous le grand platane de la cour. Elle m'a montré le soleil et m'a dit que dans son pays, il y avait plusieurs boules comme ça dans le ciel. Un pays où il y a plusieurs soleils, ça n'existe pas. J'ai pensé que c'était la compote qui lui faisait raconter des bêtises. Peut-être qu'elle confondait avec les étoiles ou les lampadaires. L'après-midi, c'est chant ou dessin. Et ce jour-là, c'était dessin libre, c'est-à-dire qu'on dessine ce qu'on veut. Maya a dessiné des choses étranges, un animal avec 6 pattes et 2 têtes, des hommes avec un seul œil et des antennes sur la tête. On se serait cru dans une bande dessinée intergalactique. C'était magnifique. Moi, j'avais du mal à dessiner une maison, alors j'avais un peu honte. La cloche a sonné. Ma maman m'attendait et je suis parti, laissant Maya devant l'école. J'étais un peu triste de la quitter, mais je savais que je la retrouverais demain. Mais le lendemain, Maya n'est pas venue. Elle avait laissé son cahier sur son bureau. Je l'ai montré à la maîtresse, qui était tout étonnée de voir ces lettres bizarres. Mais elle m'a promis qu'elle ferait tout pour comprendre. Elle a beaucoup cherché avec des dictionnaires et elle a enfin trouvé ce que ça voulait dire. Je viens d'une étoile très lointaine et ma fusée est en panne. Alors, je suis venu à l'école en attendant. Si je ne reviens pas, c'est que la fusée est réparée et que je serai reparti. Et sur une autre ligne, la maîtresse a lu « Tom, je t'aime beaucoup, tu es mon ami. Je ne t'oublierai jamais. » J'ai pleuré en cachette à l'idée que je ne la reverrai plus, mais j'ai gardé le dessin. Pendant la récré, il y a eu un grand boom dans le ciel. Et tout d'un coup, la fumée d'un avion a dessiné un cœur et 3 lettres, T-O-M, comme Tom. J'ai tout de suite compris que c'était Maya qui repartait dans sa fusée. J'ai serré bien fort contre moi le dessin qu'elle avait fait, triste de ne plus jamais la voir, mais tellement content qu'elle pense encore à moi. Quand je serai grand et que j'aurai des enfants, si c'est une fille, je l'appellerai Maya. Histoire pour les oreilles. Il était une fois, dans une forêt très loin d'ici, un grand château où habitait le roi des souris. Des dizaines de familles vivaient dans ce château et tout le monde était très heureux. La nourriture ne manquait pas, les petits jouaient toute la journée sans se préoccuper de trouver à manger, d'aller faire les courses ou le ménage. Il y avait souvent de la musique et des chants. La vie était très agréable. À la maison de retraite du château, on se faisait pourtant bien du souci. Les vieilles souris n'étaient pas en forme.
Elle n'y voyait plus grand-chose, avait beaucoup de mal pour se déplacer et surtout, ne pouvait plus manger. Parce que voilà, les vieilles souris perdaient leurs dents. On leur faisait des soupes avec des graines ramassées dans les prés, une paille de blé pour aspirer, et le tour était joué. Mais on voyait bien que les vieilles souris en avaient assez de ce régime. Elles n'avaient plus d'appétit, maigrissaient beaucoup et tombaient régulièrement malades. Il fallait trouver une solution. Mais comment faire quand on n'a plus de dents? C'est simple, il fallait en trouver pour leur fabriquer des dentiers. Dès le lendemain, le roi des souris convoqua toute la population du château. Mes chers amis, vous savez tous sans doute que nos aînés souffrent beaucoup de ne plus avoir de dents. C'est grâce à eux que le royaume est prospère, par leur travail et leur générosité. À notre tour de les aider et de ne pas les laisser tomber. Je demande à tous, petits et grands, de chercher où vous pourrez des dents pour vos grands-pères et vos grands-mères. Allez, et vous serez récompensés. Lucie, une des petites souris, partit dans la forêt retrouver ses amis. Je cherche des dents pour les vieilles souris de la maison de retraite. Est-ce que vous en auriez? Mais oui, dit Martin l'ourson. quand je les perds, je les mets dans un tiroir. Viens voir si tu en veux une ou deux. Mais les dents d'ours sont bien trop grosses. Une seule est aussi grosse qu'une souris. Alors, ça ne pouvait vraiment pas aller. Et c'était la même chose avec Fanfan l'éléphant, avec le renard, la tortue ou le lièvre. Et le corbeau, pour faire l'intéressant comme d'habitude, dit à la petite souris « Si j'en avais, je t'en aurais donné, mais les oiseaux n'ont pas de dents. » Lucie haussa les épaules et rentra dans sa maison, bien triste. Je vais aller au village. Peut-être que les hommes me donneront des idées. Elle fit un petit sac qu'elle mit sur son épaule et hop, elle partit vers le village des hommes. Là-bas, tout le monde dormait. Elle entra dans une maison et chercha sans savoir trop ce qu'elle cherchait. Elle furottait à plat ventre en faisant le moins de bruit possible et tout d'un coup, elle trouva sous l'oreiller d'une petite fille qui dormait une dent. Une petite dent de lait. C'est comme ça que les enfants cachent leurs dents, pour être sûrs de ne pas les perdre. Voilà ce qu'il me faut. C'est tout à fait la taille. Et elle repartit dardard au château pour montrer sa trouvaille au roi sans se préoccuper de la tristesse qu'aura la petite fille au réveil, ne trouvant plus sa dent. « C'est exactement la taille qu'il me faut, » dit le roi. « Tiens, voici un sou pour ta peine, va m'en chercher d'autres. » Et toutes les petites souris du royaume rapportaient des dents qu'elles avaient volées aux petits-enfants, et à chaque fois, elles avaient un sou. L'atelier du dentiste du château travaillait jour et nuit à fabriquer des dentiers. Il n'y avait jamais assez de dents pour tous les habitants de la maison de retraite. Les jours suivants, Lucie, la souris, avait rapporté tellement de dents qu'elle avait beaucoup d'argent dans sa tirelire. Toutes les souris étaient comme elle, des sous plein les poches. Mais Lucie avait quelques remords. Être payée pour voler des choses aux petits-enfants, ça n'était pas correct. Il fallait que ça s'arrête. Alors elle réunit toutes les petites souris qui travaillaient à récupérer des dents. Ce n'est pas normal d'être payé alors qu'on vole des dents. Les petits-enfants sont tristes de ne plus les retrouver. C'est méchant ce qu'on fait. J'ai une idée! Cria une toute petite souris blanche au fond de la cour du château. Chaque fois qu'on vole une dent, à la place, on laisse le sou que nous a donné le roi. Comme ça fait un petit cadeau pour le petit garçon ou la petite fille qui a perdu une dent. Elle pourra s'acheter des bonbons ou des jouets. Très bonne idée, cria la foule. Très bonne idée. En route, en route. Et les petites souris repartirent avec leur sac plein de pièces de monnaie, laissant à chaque fois un sou à la place de la dent. Et depuis,
Toutes les vieilles souris de la maison de retraite ont des dents toutes neuves et ont retrouvé l'appétit et la joie de vivre. Et depuis ce moment-là, à chaque fois qu'une dent tombe, les enfants la cachent sous l'oreiller et s'endorment tranquillement, en sachant que la petite souris va passer. Histoire pour les oreilles. La maîtresse d'école avait demandé à tous les enfants de faire une photo de leur animal de compagnie, s'ils en avaient un. Leur chat, leur chien, leur lapin, leur poule. Et oui, leur poule, parce qu'à la campagne, souvent, il y a des vaches, des cochons, des canards, des chevaux et des poules. Nathan rentra chez lui en courant et se précipita dans le salon pour retrouver ses petits amis. Il avait 2 chats et un chien. Luna, le plus petit des chats, jouait sans arrêt avec le tricot de sa maman et Pestou n'arrêtait pas d'embêter Roudoudou, le petit chien. Il fallait faire des photos. « Maman, prête-moi ton téléphone. Je veux faire des photos des chats et de Roudoudou. C'est pour la maîtresse. Elle nous a demandé de faire des photos. Maman, prête-moi ton téléphone. » La maman de Nathan lui dit de faire ses devoirs et qu'après on verrait. Mais Nathan n'avait pas de devoirs. Et ça tombait plutôt bien. On pouvait faire les photos tout de suite. Et quand c'est tout de suite, c'est pas tout à l'heure. Il a fallu récupérer Pestou qui se cachait derrière le piano, Roudoudou qui poursuivait Luna dans l'escalier. Ça a pris du temps et quand Nathan en tenait un, c'est l'autre qui s'échappait. Il fallait mettre Roudoudou debout sur ses pattes arrière, parce qu'il était très beau comme ça, et empêcher que Luna ne lui saute sur le dos. Et Pestou ne voulait pas venir et courait sur le clavier du piano. Mais Nathan et sa maman y sont arrivés. 3 belles photos des copains animaux. La maman de Nathan les a imprimées sur de grandes feuilles de papier, et Nathan les a rangées dans son cartable tout de suite, pour ne pas les oublier demain. La nuit fut très agitée. Nathan était tellement impatient de retourner à l'école montrer ses photos à ses copains qu'il avait beaucoup de mal à dormir. Et quand sa maman le réveilla, il a vite enlevé son pyjama, s'est habillé à toute vitesse pour courir prendre son petit déjeuner. Il n'avait jamais été aussi rapide. À l'école, la maîtresse a mis au mur toutes les photos que les enfants avaient apportées. Il y avait des chats, des chiens, Roudoudou, Luna et Pestou, bien sûr, et même Coco, le coq du boucher, Pimpin, le lapin de la boulangère, Blanquette, la chèvre du laitier, et Raymond, le cochon du charcutier. Ça faisait une très jolie galerie de photos, et chacun a raconté une histoire drôle sur son animal préféré. Et après le goûter, tout le monde est rentré à la maison. La maîtresse a tiré les rideaux de la classe, fermé la porte à clé, jusqu'à demain. La nuit était tombée. La cloche du village sonnait les 12 coups de minuit. Et à l'école, dans la salle de classe, il se passait de drôles de choses. Psst, psst, Raymond, réveille-toi. Réveillez-vous, venez, on va aller s'amuser pendant qu'il n'y a personne. C'était Coco qui commençait à bouger dans sa photo avec tous les autres animaux qui étaient au mur, comme si les photos étaient en vie. On entendit un petit bruit. C'était Roudoudou qui venait de tomber sur une table. Un peu plus loin, Raymond le cochon s'était retrouvé sur le haut de l'armoire à livres et il a fallu beaucoup de force pour l'aider à descendre. Tous les animaux étaient maintenant sortis de leurs photos et trottinaient sur le sol de la salle de classe. Et Blanquette avait trouvé les feutres et dessinait une maison sur le tableau, puis un grand soleil et des oiseaux, un rouge et un jaune. C'était magnifique. Roudoudou avait pris un grand rouleau de papier et s'en était fait une robe. Et Luna avait trouvé une flûte et commençait à faire de la musique. Oh, elle ne savait pas très bien jouer, mais ça n'était pas très grave. Raymond trouva l'accordéon de la maîtresse et Pestou prit le tambourin. Ça faisait un sacré bel orchestre.
Aussitôt, tous les animaux se sont mis à danser et à rigoler. Il faisait une grande farandole entre les tables et les chaises. Et ça a duré jusqu'au petit matin. Le soleil se levait. Coco le coq voulait chanter. Malheureux, arrête donc, tu vas nous faire repérer. Vite, vite! Cria Luna, le petit chat de Nathan. Il faut vite remonter dans nos photos. Ce ne fut vraiment pas facile, surtout quand Raymond le cochon glissa du haut de l'étagère et retomba dans la corbeille à papier de la maîtresse. Coco le coq faisait la tête parce qu'il voulait chanter et s'est mis à bouder dans sa photo. Et Luna avait oublié de remettre la flûte à sa place et s'en aperçut quand elle fut dans sa photo. Tant pis, elle la garderait cachée à côté d'elle. Et quand Blanquette se rendit compte qu'elle avait oublié d'effacer le dessin sur le tableau, c'était trop tard. Les enfants rentraient dans la classe. La maîtresse remarqua tout de suite le dessin sur le tableau et demanda aux enfants qui l'avait fait. Mais personne ne put répondre. Alors elle effaça le dessin pour écrire la leçon du jour. Mais ce qu'elle n'avait pas vu, c'est les yeux coquins de Blanquette sur la photo qui faisaient des clins d'œil à Roudoudou et les oreilles de Raymond le cochon qui frétillaient. Il n'attendait qu'une chose, que la journée soit finie et que les petits-enfants s'en aillent pour recommencer à faire la fête avec les autres toute la nuit. Histoire pour les oreilles. À côté du village où j'habitais quand j'étais petit, il y avait une grande mare. Elle abritait de nombreuses espèces d'oiseaux et d'animaux. Au milieu des oiseaux d'eau et des hérons se trouvait également un couple de grues cendrées, un papa et une maman. Ils étaient arrivés il y a quelques semaines avec des centaines d'autres oiseaux. Les grues fouillaient la vase d'un bout à l'autre de la mare à la recherche de nourriture, de racines, de graines et même de poissons. On pouvait d'ailleurs souvent les apercevoir tenant dans leur bec des petits poissons qui s'agitaient désespérément. Cet été-là, il faisait très chaud, plus que d'habitude, et le niveau de la mare diminuait chaque soir. Les grues se réfugiaient sur un petit monticule de terre qui leur servait d'abri pour la nuit. Ce monticule leur permettait de se protéger des renards, des chats sauvages ou des mangoustes, qui sont des animaux très dangereux pour ces oiseaux, surtout pour les œufs et les poussins. Dès l'aube, le couple se mettait à crier. C'était le signal que la journée venait de débuter et qu'il était l'heure de se lever. C'était très difficile de voir les grues de près. À chaque fois qu'on les approchait, elles s'enfuyaient à grandes enjambées. Leur bec rouge brillant et l'éclat velouté de leur cou étaient magnifiques. Parfois, on les poursuivait en courant. Elles se réfugiaient alors dans un endroit inaccessible, ou bien elles s'envolaient sur une courte distance en nous laissant alors bien loin derrière. Mais le plus souvent, elles allaient se percher sur le petit monticule au milieu de l'étang. Un matin, un des œufs se cassa et un oisillon sortit, un bébé grue. Il se déplaçait fièrement entre les pattes interminables de ses parents en essayant de marcher comme eux, comme il pouvait. Il était bien protégé et c'était impossible de s'en approcher. Un beau jour, à la sortie de l'école, nous sommes partis jouer près de l'étang. C'était le milieu de l'après-midi. Il faisait très chaud. Tout à coup, un petit cri est sorti des fourrés, un petit cri d'oisillon. L'un de nous écarta les branches et trouva un tout petit bébé grue. Il était couché et il avait l'air d'avoir très soif. Nous sommes repartis en courant vers la maison du vétérinaire avec le bébé dans nos mains pour qu'il le soigne. Il est resté quelques jours dans une petite cage avec un linge douillet pour ne pas qu'il ait froid. Il avait à boire et le vétérinaire lui donnait le biberon et un peu de pâté spécial pour les oiseaux.
Nous avons fait plein de selfies avec l'oisillon et un jour, on l'a même emmené à l'école parce que la maîtresse voulait nous parler des oiseaux migrateurs. On a appris qu'ils faisaient des milliers de kilomètres pour passer l'hiver au chaud et qu'ils revenaient pratiquement toujours au même endroit. Nous, on a raconté l'histoire de l'oisillon, comment on l'avait trouvé, les soins qu'il avait reçus, ce qu'il mangeait, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, et on était très fiers. Puis, un jour, le vétérinaire du village nous a dit qu'il était guéri et qu'il était temps de le ramener vers l'étang et qu'il retrouve son papa et sa maman. Mais avant, il fallait faire quelque chose de très important, lui mettre une bague. C'était pour des études sur les oiseaux migrateurs. Sur la bague, il y avait plein de renseignements sur l'oiseau. Un jour peut-être, quelqu'un le trouvera et saura d'où il vient. C'est comme ça qu'on apprend des choses sur la vie des animaux. Une fois que la bague a été posée, nous sommes tous partis vers l'étang. Et quand nous avons ouvert la cage, l'oisillon est sorti très timidement et a commencé à courir. Il s'enfuyait vers la gauche, puis vers la droite. Nous étions tellement contents de lui avoir sauvé la vie. Nous espérions qu'une chose maintenant, c'est qu'il retrouve ses parents. Le bébé gru disparut dans les fourrés. On se disait que les parents devaient chercher désespérément leur petit. Effectivement, les parents du petit bébé gru finirent par le trouver. Ils restèrent très longtemps à ses côtés, en poussant des petits cris de joie et en l'abritant sous leurs ailes. Et tandis que les ombres de la nuit s'étiraient, le couple de grues quitta les lieux avec le bébé. L'année d'après, nous avons attendu l'arrivée des grues sur l'étang du village. Elles sont arrivées un soir et se sont posées, comme chaque année, sur les bords de l'étang. Nous avons fait plein de photos et quand nous les avons regardées sur l'ordinateur de la maîtresse, nous avons aperçu un magnifique oiseau avec une bague autour de la cheville. C'était lui et nous avons pleuré de joie. Histoire pour les oreilles. Il y a très très longtemps, l'hiver avait décidé de rester sur Terre. Il s'y était endormi. La neige et la glace recouvraient toute la surface de la terre. Les rivières et les lacs étaient gelés, les feuilles ne poussaient plus sur les arbres et les fleurs avaient disparu. Le ciel était tout gris, encombré de nuages. « Il aurait dû partir depuis longtemps », disaient les enfants du village en reniflant. Ils se gelaient le bout des pieds, le bout des doigts, le bout du nez. « Mais comment faire pour le réveiller ?» demanda un petit garçon aux oreilles toutes rouges. Ils réfléchirent longtemps, tous ensemble, en sautant pour se réchauffer. « Je crois que j'ai trouvé !» s'écria tout à coup une petite fille au petit nez froncé. « On va organiser une grande fête dehors, avec des tapis, des coussins. » Les enfants du village la regardaient, étonnés. « Mais on fera un grand feu. Allez, aidez-moi, il faut tout préparer. » Alors ils lancèrent sur la neige de grandes nappes blanches, de jolis tapis multicolores, de gros coussins de couleurs vives. Aux arbres, ils accrochèrent des lampes, des lampions, des guirlandes et des bouquets de fleurs en papier. Et pendant ce temps, le feu ronflait et pétillait au beau milieu du jardin. Puis pendant qu'ils disposaient sur les nappes toutes sortes de friandises, de bonbons, de gâteaux et de marrons glacés, de délicieux sirops aux fruits, la petite fille leur cria. « Attendez-moi ici, je reviens !» Ils se regardèrent tous un peu inquiets, en reniflant un peu plus fort. Quand la petite fille revint enfin, elle tenait entre ses bras des tambours, des trompettes, des flûtes, des violons et même un accordéon. Et tous se mirent à en jouer, très fort, un peu faux peut-être, tout en chantant ce petit refrain-là. Monsieur l'hiver, allez-vous-en, c'est la fête des enfants. Laissez-les s'amuser maintenant. Alors, l'hiver se réveilla à moitié. Et comme il n'était pas très content, il leur répondit en leur soufflant un méchant coup de vent. « Laissez-moi dormir tranquille !»
Mais les enfants jouèrent encore plus fort, tout en chantant. Monsieur l'hiver, allez-vous-en, vous êtes resté bien longtemps. Laissez donc la place au printemps. Alors, l'hiver se réveilla tout à fait. Il secoua sa barbe de neige et il grommela. Oh, ce bruit qui me casse les oreilles et ce grand feu qui me brûle le bout du nez. Mais quel mois sommes-nous? Quel mois sommes-nous? Et quel jour? Et quelle heure de la journée? Il avait envie de danser tout d'un coup et la tête lui tournait de plus en plus. Et tous les enfants l'entourèrent en chantant. Il est l'heure de se lever, il est l'heure de s'en aller, car nous sommes en mars. 1000 milliards de 1000 glaçons. J'ai dormi beaucoup trop longtemps. J'ai un rendez-vous urgent à l'autre bout de la Terre. Je vais être très en retard. Là-bas, ils attendent tous l'hiver avec impatience. Et il s'en alla en courant. Il était tellement pressé qu'il ne dit même pas au revoir. Mais les enfants se gardèrent bien de le rappeler. Tout autour d'eux, les fleurs dessinées sur les tapis s'étaient mises à pousser pour remplacer la neige. Et dans les arbres, les lampions ressemblaient à de gros fruits bien mûrs. Alors, le feu s'envola dans le ciel et il se mit à briller au-dessus de leur tête comme un grand soleil. Histoire pour les oreilles. Il était une fois un vieil homme que tout le monde aimait dans le pays. C'était le meunier. Il fabriquait de la très bonne farine, mais voilà, il venait de mourir, et ce qu'il laissait à ses fils était bien pauvre, son moulin, son âne et son chat. L'aîné des enfants eut le moulin, le second reçut son âne, et le plus petit, le chat. Un chat très gentil et très câlin. D'accord, le chat est un bon compagnon qui ronronne quand il est content. Mais est-ce que ce sera lui qui moudra le blé ou transportera la farine? Bien sûr que non. Et le pauvre garçon se lamentait, le chat sur les genoux. Comment gagner des sous avec ce malheureux matou? Mais que vais-je devenir? Et il se mit à pleurer. À pleurer. Le chat, en entendant les pleurs de son maître, fut horriblement vexé. « Mais pour qui me prends-tu? Je suis pourtant le plus beau des cadeaux, allons. Un peu de sang-froid, que diable, ça perlipopette. Ce n'est pas en pleurnichant comme ça qu'on va s'en sortir. » Un chat qui parle? Le jeune garçon n'en croyait pas ses oreilles. Laisse-moi faire, en moins de temps qu'il n'en faut pour compter jusqu'à 10, ta fortune sera faite. Apporte-moi immédiatement une paire de bottes et un sac. Le garçon se dépêche d'obéir, et voici notre chat vêtu d'un grand chapeau avec une grande plume, de magnifiques bottes en cuir, une ceinture avec une boucle dorée qui brille dans le soleil, et un gros sac sur son épaule. Et le chat s'en va dans la forêt pour exécuter son plan. Il commence par acheter quelques belles carottes bien juteuses et les pose à l'entrée d'un terrier de lapins. En un clin d'œil, une famille de lapins s'installe pour le déjeuner autour de ces belles carottes. Le chat leur saute dessus et hop, tout le monde dans le sac. Et il court vers le château du roi qui l'accueille très aimablement. Majesté, c'est mon maître, le marquis de Carabas, qui m'envoie et vous prie d'accepter ce gibier de sa part. Remercie ton maître pour cette délicate attention. J'en ferai un excellent ragoût dès ce soir.
Pendant quelque temps, le chat continua son manège. Il apporte au roi du gibier, des lapins, des faisans, des bêtes à plumes, des bêtes à poils, et toujours de la part de ce prétendu marquis de Carabas, son maître bien-aimé. Et le roi, chaque fois, le remercie chaleureusement. Ne dit-on pas que les petits cadeaux entretiennent l'amitié ? Un jour, le roi vint à passer dans son carrosse avec sa fille. Le chat se précipita vers son maître, le vrai, le fils du meunier. « Déshabille-toi, plonge dans la rivière et laisse-moi faire !» Le jeune homme fit ce que lui demandait le chat et, sans discuter, sauta dans l'eau sombre. Et quand le carrosse royal passa près de lui, le chat cria aussi fort qu'il pouvait. « Au secours! Au secours! Au secours! Mon maître, le marquis de Carabas, est en train de se noyer! Au secours! Au secours! Au secours !» Le roi fit arrêter le carrosse et envoya ses valets repêcher ce fameux marquis de Carabas. Merci, ô mon bon roi, mais des voleurs ont dérobé les habits de mon maître pendant qu'il se baignait. Il a pris peur et a bu la tasse, mais il n'a plus rien à se mettre sur le dos. Le roi ordonna qu'on apporte au jeune homme les plus beaux habits qu'on pouvait trouver dans le royaume. Et voilà le fils du meunier revêtu d'une magnifique veste en velours rouge et or, d'une chemise de soie d'un blanc éclatant et d'une grande cape noire. Oh, il avait fière allure, et la princesse n'était pas indifférente à la beauté de ce jeune homme. Elle le trouva même fort à son goût. Quant au roi, impressionné lui aussi, il insista pour que le jeune homme continuât la promenade avec eux. Ils remontèrent tous les trois dans le carrosse qui continua sa route. Le chat se frotta les mains de satisfaction. Sa perlipopette, son plan commençait à avoir de l'allure. Il courut au-devant du carrosse et dit aux paysans qui fauchaient. Je vous ordonne de dire au roi que ces prés appartiennent au marquis de Carabas. Sinon, gare à vous, il risquerait de vous arriver des histoires. Les paysans obéirent, et quand le roi leur demanda à qui étaient ces prés, ils répondirent ce que le chat leur avait demandé. « Au marquis de Carabas, sire !»« Au marquis de Carabas, sire !» Le roi fut ravi de voir que non seulement ce marquis était très beau, mais en plus, il était riche. Le chat recommença son manège un peu plus loin avec un autre chant, puis un autre, encore un autre, et à chaque fois, les paysans répondaient « Sire, ces prés appartiennent à notre maître, le marquis de Carabas !» Le roi est de plus en plus enchanté d'avoir un voisin aussi riche. Au détour d'un chemin, le chat arrive devant la porte d'un château magnifique qui domine la vallée. Il apprend que c'est le château d'un ogre et que cet ogre possède tous les prés que le chat vient de traverser. Le chat frappe aussitôt à la porte du château et l'ogre lui ouvrit. Il reçut très gentiment le chat, lui offrit à boire et à manger. Ils discutèrent un bon moment. Dites-moi, mon cher ogre, j'ai cru comprendre que les ogres sont capables de se transformer en toutes sortes d'animaux, du plus gros au plus minuscule. C'est bien la vérité, et je vais te le prouver immédiatement. Et l'ogre se transforma en un lion féroce et rugissant. Le chat eut tellement peur qu'il sauta se réfugier sur le haut d'une étagère. Ceci est très effrayant, mais êtes-vous capable, grand et fort comme vous êtes, de vous transformer en un tout petit animal, un hérisson, un chat comme moi, ou même une souris? Ah ben oui, tiens, une souris. Oh non, c'est trop petit une souris, vous n'y arriverez jamais. L'ogre éclata de rire. Misérable petit animal, un ogre est capable de tout. Et aussitôt, une petite souris se mit à trottiner sous le nez du chat.
Vous voyez bien que tout est possible. L'ogre n'eut pas le temps de terminer sa phrase, le chat avait mangé tout cru la petite souris. Plus de souris, plus d'ogre. Dans la cour du château, le carrosse venait juste de faire son entrée. Le roi voulait rendre visite au propriétaire de cet endroit magnifique. Alors, le chat se précipita vers le roi et lui fit sa plus belle révérence. Sire, que votre majesté soit la bienvenue dans l'humble demeure de mon maître, le marquis de Carabas. Quelques boissons et gâteaux délicieux vous attendent en signe de bienvenue. En fait, c'était un dîner de cérémonie qui attendait le roi. 1000 plats plus appétissants les uns que les autres. Et lorsque le roi aperçut les regards amoureux que se jetaient sa fille et le fils du meunier, le roi s'approcha du jeune homme et lui dit dans l'oreille : « Monsieur de Carabas, vous me rendriez le plus heureux des rois en acceptant ma fille en mariage. » Le soir même, un feu d'artifice éblouissant célébra le mariage des deux amoureux. Quant au chat botté, il était épuisé. Il se coucha en boule devant la cheminée et se mit à rêver à toutes les souris qu'il pourrait manger si l'envie lui prenait de se réveiller. Histoire pour les oreilles. Le soir, quand le soleil se couche derrière les collines, les anciens racontent les légendes du peuple indien. Les guerriers écoutent avec leurs femmes, les squaws, et même leurs papouses, les bébés indiens. Tout le monde attend la légende du soir. Et tout à coup, dans la nuit qui s'installe, la voix du conteur se fait entendre. Il y a très très longtemps, tellement longtemps que les animaux parlaient encore, il y avait une vallée que l'on appelait la vallée maudite. Il n'y avait ni automne, ni printemps, ni été. L'hiver s'y était installé une bonne fois pour toutes. Les animaux, l'herbe et les arbres souffraient toute l'année. Ils souffraient de la pluie, du vent, de la neige et de la glace. Une nuit, bien plus noire que toutes les autres, une terrible tempête s'abattit sur la vallée. Dévastant tout sur son passage, elle déracinait les arbres, arrachait les rochers, faisait déborder les rivières et bousculait les animaux qui s'enfuyaient en hurlant de terreur. Seul, au milieu des marécages, sur un petit îlot, un seul arbre restait debout. C'était un érable qui, sans s'inquiéter de la tempête, chantait les beautés du printemps. La tempête furieuse lança sur l'érable ses vents les plus violents. Mais l'arbre continua de chanter. Alors la tempête jeta sur l'érable une gerbe de foudre et l'arbre brûla immédiatement. « Ça t'apprendra à chanter le printemps pendant que je dévaste le monde !» Et la tempête continua son chemin pour tout détruire sur son passage. Et tout à coup, un chant très doux monta vers le ciel. C'était le chant de l'érable que la foudre, charmée par la mélodie, avait préservé dans ses flammes vives. Et les langues rouges qui montaient des racines brûlées chantaient les beautés du printemps. Le chant grandit, et atteignit la caverne où tous les animaux s'étaient réfugiés. En l'entendant, les animaux osèrent sortir, tremblant de peur et de froid.
Et se laissant guider par cette musique douce et rassurante, ils gagnèrent une falaise qui surplombait les marécages. Au milieu, l'érable était couché, foudroyé, et il brûlait toujours. « C'est le feu qui chante !» s'exclama l'ours. « Je le connais bien, il réchauffe tous ceux qui l'entourent. » « Il nous le faut !» dit l'araignée. « Je cours l'attraper !» Mais le corbeau l'arrêta. « Croix, ne sois pas ridicule avec ton corps chétif et tes pattes toutes tordues. Comment t'y prendras-tu, croix. Non, c'est moi qui irai, croix. » Et l'oiseau s'envola vers l'îlot où était l'érable. Mais on ne capture pas le feu aussi facilement, et le corbeau n'est pas connu pour être un animal rusé. Avec sa griffe, le corbeau attrapa un tison qui traînait. Mais il se brûla si cruellement les pattes et les ailes qu'il reprit aussitôt le chemin des airs. « Tu n'es qu'un maladroit !» lui dit le lézard. « Et tes plumes brûlent trop bien. Moi, j'ai la peau sèche et rugueuse. Laisse-moi faire. » Mais on le vit revenir bien plus vite que le corbeau, la queue toute brûlée. Les animaux commencèrent à se dire qu'ils n'arriveraient jamais à capturer le feu. Alors l'araignée fit entendre de nouveau sa petite voix. « Je sais comment ramener le feu. Je crois vous l'avoir déjà dit. » Et cette fois, personne ne se moqua d'elle. « Courage, vas-y. » C'est notre dernière chance. Le voyage fut très long. La tempête avait semé des centaines d'obstacles sur son chemin, des ronces, des arbres déracinés, des rochers en travers de la route, des branches cassées. L'araignée dut les franchir un par un, avec beaucoup de précautions pour ne pas se faire mal. Et à la fin de la journée, elle arriva enfin à l'îlot et s'approcha exténuée des braises qui fumaient encore. Elle choisit un tison bien rouge et elle enroula son fil autour du morceau de bois brûlant. Puis elle dit quelques paroles magiques. Abracadabrule du bois qui brûle, que le fil s'entortille dans la brindille qui fume. Souffli souffla, le feu raplapla. Et la braise arrêta de brûler le fil de l'araignée. Son cœur était si léger à l'idée de rapporter le feu à ses compagnons que le voyage du retour fut de la rigolade. Bravo l'araignée! Bravo l'araignée! Mais personne n'osa toucher son paquet de fil avec la braise rouge à l'intérieur. Comment apprivoiser le feu quand l'araignée déroulera son fil? Alors Madame la Chouette, sage et prudente, s'approcha et dit aux autres. Le feu nous a chanté son amitié et nous a donné une partie de lui-même. Il nous faut le nourrir si nous voulons garder sa chaleur. » Tous les animaux se mirent à réfléchir. Que pouvait bien manger le feu? « Des noisettes !» lança l'écureuil. « Du miel !» grogna l'ours. « Des graines !» caqueta la poule. Ce fut un arbre qui trouva la réponse, un bouleau très grand, lisse et noir et blanc. « Donnez mon écorce à notre ami. Mon père me racontait souvent combien notre écorce était appréciée et combien elle brûlait bien. » Alors le castor s'approcha de l'arbre et clac, d'un coup de dent, il découpa un morceau de la robe noire et blanche de l'arbre et le jeta sur la braise. Puis il agita sa queue plate au-dessus du tison comme un éventail et bientôt une flamme chaude et belle s'éleva dans les airs. Et depuis ce jour-là, grâce à l'araignée, au castor et au bouleau, on nourrit le feu pour qu'il ne meure pas. La voix du conteur s'était arrêtée de résonner dans la clairière du camp d'Indiens. Tout le monde autour du feu était silencieux. Les guerriers, les squaws et les papous écoutaient tous les flammes chanter la mélodie que l'érable leur avait appris il y a bien longtemps, quand la tempête soufflait dans la vallée maudite.
Il était une fois une tortue qui s'appelait Zoé. Elle habitait près d'un petit lac au milieu de la forêt. Les tortues aiment beaucoup l'eau et Zoé adorait se baigner. Elle était très gentille et les animaux de la forêt l'aimaient beaucoup. Ils s'arrêtaient pour discuter avec elle, ils l'aidaient à faire ses courses, ils l'invitaient à manger. Tous sauf le lièvre qui était très arrogant et se moquait toujours d'elle. Mais regardez-moi cette vilaine petite tortue. D'abord elle fait peur avec son nez crochu, et puis là, vous avez vu comme elle est lente. Il lui faut 3 heures pour aller de sa cuisine à son lit. Ah, fais attention, tu vas te cogner, ne va pas trop vite. J'espère que tu as de bons freins. Et c'était comme ça tous les jours. La tortue en eut vite assez et un jour elle perdit patience. Toi qui te crois si malin, je te lance un défi. On va faire une course et on verra qui arrivera le premier. En entendant ça, le lièvre s'étrangla tellement il riait. Une course contre toi, ne me fais pas rire. Tu sais bien que je suis l'animal le plus rapide de la forêt. Aucun autre animal ne peut courir plus vite que moi. Mais ma pauvre Zoé, mais réfléchis un peu. Tu vas te couvrir de ridicule. Non, je ne peux pas accepter un tel défi. Ce serait trop injuste. C'est ce qu'on va voir, répondit Zoé. En tout cas, si tu n'acceptes pas, je considérerai que tu te défiles et compte sur moi pour dire à tous les animaux de la forêt que tu n'es qu'un dégonflé. Un dégonflé, moi? C'est ce qu'on va voir. Eh bien, d'accord. Faisons-la, cette course. Mais tu ne viendras pas te plaindre si tu es la risée du pays. Il fallut décider du parcours, un chemin très long qui passait par les montagnes, traversait des rivières, des éboulis de rochers. Et c'est le hibou qui sera juge-arbitre, choisi à cause de sa sagesse. Le départ de la course sera donné dans 1 semaine pour laisser le temps aux 2 coureurs de se préparer. Le lièvre était debout dès l'aube, faisait des exercices de musculation, grimpait la montagne, la redescendait aussi vite qu'il pouvait, nageait dans la rivière sous l'œil sérieux de son fils qui lui servait d'entraîneur. Il savait qu'il allait gagner, mais il voulait surtout humilier la tortue en arrivant le plus possible avant elle. Zoé continua de vivre comme d'habitude, se baignant dans son lac, discutant avec ses amis de la forêt et faisant la sieste tous les jours à l'ombre de sa carapace. Le jour de la course arriva enfin. Tous les animaux de la forêt étaient là. Les castors avaient construit des gradins pour que tout le monde puisse voir. Les écureuils tenaient les comptoirs de nourriture et les pélicans tenaient les stands de boissons avec toute l'eau que leur bec pouvait contenir. Puis, le hibou demanda le silence. Attention! 5, 4, 3, 2, 1... Partez, que le meilleur gagne. Zoé partit doucement, comme à son habitude. Elle souriait et faisait des petits signes à ses copains. Mais le lièvre avait disparu. Avait-il renoncé à courir? Pas du tout. Il discutait encore à la buvette. Il attendit que la tortue disparaisse derrière la colline pour s'élancer à toute vitesse. Il la rattrapa, la fit virevolter sur elle-même en la doublant, si bien que Zoé se retrouva sur le dos. Et une tortue sur le dos ne peut pas se remettre sur ses pattes toute seule. Ah, tu ne tiens même pas sur tes jambes. Comment veux-tu me battre? Allez, on se revoit à l'arrivée. Et le lièvre disparut. Heureusement qu'une famille d'escargots passait par là, et ils aidèrent Zoé à se remettre sur ses pattes, et elle repartit, confiante. Elle traversa la montagne, franchit les rivières, faillit tomber plusieurs fois sur les éboulis de rochers, et chaque fois, ses amis de la forêt l'encourageaient. « Vas-y, Zoé, vas-y, Zoé, tu vas gagner. » Quelques heures plus tard,
Elle arriva en vue de la ligne d'arrivée. Et le lièvre l'attendait, tellement sûr de gagner. Il s'était arrêté sous un arbre et discutait avec son cousin le lapin, sans se soucier de la tortue qui arrivait, lentement, mais sûrement. D'ailleurs, ils étaient tellement occupés à discuter qu'ils ne remarquèrent même pas Zoé passer à côté d'eux. Heureusement que Madame Lapie avait tout vu du haut de son arbre et put prévenir le lièvre. Aussitôt, il se remit à courir de plus belle et rattrapa Zoé en quelques secondes. Il courut, et quand il vit la ligne d'arrivée, il s'arrêta sur le bord du chemin et s'étendit dans l'herbe. « Oh, j'ai bien le temps de faire une petite sieste. Elle est encore très très loin. » Et il s'endormit. Quand Zoé passa près de lui, elle se mit sur la pointe des pieds pour ne pas le réveiller et se dirigea droit vers la ligne d'arrivée. Les animaux, massés sur les gradins, commencèrent à crier de joie en voyant Zoé arriver. Certains lancèrent des pétards, d'autres soufflaient dans des trompettes. Bravo, Tout ce vacarme réveilla le lièvre. Il se frotta les yeux et vit au loin la tortue qui était tout près de la ligne d'arrivée. Aussitôt, il se mit à courir du plus vite qu'il pouvait. Ses pattes touchaient à peine le sol tellement il allait vite. La foule hurlait de joie à l'idée que Zoé allait remporter la course. Le lièvre arrivait à toute vitesse, il pouvait encore gagner. Mais au dernier moment, Zoé allongea son cou et coupa la ligne d'arrivée 1 seconde avant son adversaire. On porta Zoé en triomphe, il y eut une grande fête le soir même. Zoé prit la parole à la tribune. Mes chers amis, tout ceci nous prouve que rien ne sert de courir, il faut partir à temps. Il nous faut rester humble et persévérer. C'est bien plus utile que de se reposer sur ses acquis avec vanité. Le lièvre est peut-être le plus rapide de la forêt, ça n'est sûrement pas le plus futé. Mais faisons la paix, mon cher lièvre, soyons amis. Le lièvre promit de ne plus jamais se moquer des autres, et depuis ce jour-là, Zoé et lui sont les meilleurs amis du monde. Histoire pour les oreilles. Il était une fois dans une forêt très loin d'ici, un petit rat qui était très peureux. Il avait peur de tout, de Bernard le renard, de Cricri la cigale, de Mimi la fourmi et même de son ombre. Et quand le vent se mettait à souffler et à faire craquer la moindre petite branche, il courait vite se cacher dans le premier trou qu'il trouvait. Et tous les autres animaux de la forêt se moquaient de lui. Ce n'était pas très gentil de leur part, mais c'était comme ça. Le petit rat a toujours peur, toujours peur, toujours peur. Le petit rat a toujours peur, il a toujours peur. Bouh! Et il criait, pour lui faire encore plus peur. Et le petit rat se cachait encore plus loin dans son trou et appelait toujours plus fort sa maman au secours. Et puis, un jour, le rat en eut assez. Un matin, alors que le soleil n'était pas encore levé, il prépara un petit sac avec quelques grains de blé et de maïs pour son pique-nique. Il prit son courage à deux mains et partit sur le sentier à la recherche du lion, le roi des animaux. Le lion habitait très loin et le rat mit plusieurs jours avant d'arriver devant sa maison. Le lion venait de finir de manger un bon ragoût d'antilope et faisait sa sieste, le ventre plein. Tout doucement,
Le petit rat monta sur le bout de sa queue, puis sur son dos et trottina jusqu'à son cou. Le lion ronflait très fort, et à chaque fois le petit rat sursautait, mais faisait tout ce qu'il pouvait pour ne pas avoir peur. Et tout à coup, le lion ouvrit un œil. Il se secoua pour se réveiller, et le petit rat virevolta en l'air et retomba pile devant la gueule du lion. Le roi des animaux et le petit rat étaient face à face. Les autres animaux qui avaient suivi le rat étaient très inquiets. Qu'allait-il arriver? Est-ce que le lion allait avaler le rat tout cru, n'en faisant qu'une bouchée? Est-ce que le lion allait donner un coup de patte et assommer le rat? Tout le monde avait très peur du résultat de cette rencontre. Petit rat, tu vas te faire manger par le lion, par le lion. Petit rat, tu vas te faire manger, fais bien attention. Le lion ouvrit un œil et vit ce minuscule petit animal dressé devant lui sur ses pattes arrière. Eh bien, dis donc, petit rat, je trouve que tu as bien du courage pour venir me regarder comme ça droit dans les yeux. D'habitude, les animaux baissent le regard, et toi tu me fixes. Qui es-tu donc? Et d'abord, qu'est-ce que tu faisais sur mon dos, hein? Je vous en prie, ô grand seigneur de la jungle, ne me dévorez pas. Je suis la créature la plus peureuse et la plus vulnérable de la forêt. Je passe ma vie à avoir peur de tout et de n'importe quoi. Même une feuille qui tombe d'un arbre me fait sursauter. C'est insupportable, je ne peux plus vivre comme ça. Mais vous, sire, vous êtes le roi des animaux. Un seul de vos rugissements et tous les autres animaux de la forêt s'enfuient en courant. Mais accepteriez-vous, mon bon sire, de me garder sous votre protection? Le lion garda le silence pendant un moment qui parut interminable au rat. Puis il éclata de rire. Et pourquoi t'aiderais-je, hein? Donne-moi une bonne raison de ne pas t'avaler sur le champ. Je sais pas. Peut-être un jour vous aurez besoin de moi, qui sait? Le lion poussa un rugissement terrible qui résonna dans toute la forêt. Comment un minuscule petit rat comme toi pourrait m'être utile? N'oublie pas que je suis le plus grand, le plus fort, le plus puissant des animaux de ce pays, et je n'ai besoin de personne. Le rat n'avait pas bougé et avait baissé les yeux. Il tremblait comme une feuille, mort de peur. Alors, le lion décida de ne pas le manger. Tu as de la chance, petit rat. Je n'ai plus faim. Maintenant, file, hors de ma vue. Le rat disparut dans le trou d'un arbre sans demander son reste. Les autres animaux qui avaient assisté à la scène n'en croyaient pas leurs yeux. Quelques jours plus tard, le lion avait grand faim et décida d'aller faire un tour dans la forêt. Tout à coup, il ne comprit pas ce qui lui arrivait. Il se retrouva projeté à plusieurs mètres du sol. Les chasseurs avaient posé un filet pour attraper du gibier et le lion était prisonnier. Il se débattait, bougeait dans tous les sens, mais rien n'y faisait. Il était bel et bien pris au piège. Le roi de la forêt ne pouvait rien faire et se sentait humilié. Il était trop fier pour appeler à l'aide, lui, le plus puissant de tous les animaux. Alors, il décida d'attendre. Les autres animaux de la forêt avaient vu la scène, mais aucun d'entre eux n'osa approcher. Le rat passait par là, trottinant joyeusement à la recherche de quelque nourriture. Il vit le lion en bien fâcheuse posture.
et décida immédiatement de l'aider. Il prit son élan, sauta sur la queue du lion, grimpa jusqu'au filet et commença à ronger la corde. Oh, je ne vais jamais y arriver. Cette corde est bien trop grosse et bien trop solide. Ça le mettait en colère de voir qu'il n'y arrivait pas. Mimi la fourmi arriva en courant. Dépêche-toi, les chasseurs arrivent. Et tout d'un coup, il s'est souvenu de ce que lui avait dit sa maman. Un jour où il s'énervait avec une noix qu'il n'arrivait pas à casser. Patience et longueur de temps font plus que force ni rage. Et le petit rat redoubla d'efforts pour couper la corde du filet et tout à coup, il eut un grand craquement, le filet cassa net et le lion et le rat se retrouvèrent par terre. Il faut vite partir avant l'arrivée des chasseurs, dit le lion. Monte sur mon dos et filons chez moi. Le rat sauta sur le dos du lion, s'accrocha à sa crinière et le lion démarra en trombe. Ils arrivèrent enfin à la tanière. Il ne pouvait plus respirer tellement il avait galopé. Il s'allongea sur le sol pour reprendre sa respiration et le rat descendit de son dos et s'assit à côté de lui. Le lion le regarda gentiment et lui parla ainsi. Quand tu m'avais dit qu'un jour je pourrais avoir besoin de ton aide, je ne t'ai pas cru. Je t'ai sous-estimé. Je me disais que tu n'étais qu'un misérable petit rat sans aucune utilité pour moi. Mais j'ai eu tort. Tu m'as sauvé la vie. Je te demande pardon et je te remercie. À partir de cet instant, tu resteras avec moi et je te protégerai. Et je n'oublierai jamais qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Histoire pour les oreilles. Il était une fois une vieille chèvre qui avait 7 chevreaux et les aimait comme chaque mère aime ses enfants. Un jour, elle voulut aller dans la forêt pour apporter quelque chose à manger. Elle les rassembla tous les 7 et leur dit « Je dois aller dans la forêt, mes chers enfants. Faites attention au loup. S'il arrivait à rentrer dans la maison, il vous mangerait tout cru. Ce bandit sait jouer la comédie, mais il a une voix rauque et des pattes noires. C'est ainsi que vous le reconnaîtrez. » « Ne t'inquiète pas, maman. Nous ferons attention. Tu peux t'en aller sans crainte. » La vieille chèvre bêla de satisfaction et s'en alla. Peu de temps après, quelqu'un frappa à la porte en criant « Ouvrez la porte, mes chers enfants, votre mère est là et vous a apporté quelque chose. » Mais les chevreaux reconnurent le loup à sa voix rude. « Nous ne t'ouvrirons pas, tu n'es pas notre maman. Notre maman a une voix douce et agréable, et ta voix est rauque. Tu es un loup. Ouh, ouh, va-t'en le loup, va-t'en le loup. » Le loup partit à l'épicerie et acheta un grand pot de miel. Il mangea tout le miel et sa voix devint plus douce. Il revint ensuite vers la petite maison, frappa et appela à nouveau. « Ouvrez la porte, mes chers enfants. Votre maman est de retour et vous a apporté pour chacun un petit quelque chose. » Mais tout en parlant, il posa sa patte noire sur la fenêtre. Les chevreaux l'aperçurent et crièrent « Nous ne t'ouvrirons pas, notre maman n'a pas les pattes noires comme toi. Tu es un loup. Ouh, ouh, va-t'en le loup, va-t'en le loup. » Alors le loup courut chez le boulanger et dit « Je me suis blessé à la patte. Enduis-la-moi avec de la pâte à pain. » Le boulanger lui enduisit la pâte et le loup courut encore chez le meunier. « Verse de la farine blanche sur ma pâte, monsieur le meunier. »
Le loup veut duper quelqu'un, pensa le meunier, et il refusa de lui donner de la farine. Mais le loup dit « Si tu ne le fais pas, je te mangerai !» Le meunier eut peur et blanchit sa patte. Pour la troisième fois, le loup arriva à la porte de la petite maison, frappa et cria « Ouvrez la porte, mes chers petits, maman est de retour de la forêt et vous a apporté quelque chose. » Montre-nous ta patte d'abord, que nous sachions si tu es vraiment notre maman. Le loup posa sa patte sur le rebord de la fenêtre, et lorsque les chevreaux virent qu'elle était blanche, ils crurent tout ce qu'il avait dit et ouvrirent la porte. Le loup rentra dans la maison. Les chevreaux eurent très peur et coururent se cacher. L'un sauta sous la table, un autre dans le lit, le troisième dans le poêle, le quatrième dans la cuisine, le cinquième s'enferma dans l'armoire, le sixième se cacha sous le lavabo et le septième dans la pendule. Mais le loup les trouva et ne traîna pas. Il avala les chevreaux l'un après l'autre. Le seul qu'il ne trouva pas était celui caché dans la pendule. Lorsque le loup fut rassasié, il sortit de la maison, se coucha dans le pré et s'endormit. Peu de temps après, la vieille chèvre revint de la forêt. Oh, quel triste spectacle l'attendait à la maison! La porte grande ouverte, la table, les chaises, les bancs étaient renversés, le lavabo avait volé en éclats, la couverture et les oreillers du lit traînaient par terre. Elle chercha ses petits, mais en vain. Elle les appela par leur nom, l'un après l'autre, mais aucun ne répondit. C'est seulement lorsqu'elle prononça le nom du plus jeune qu'une toute petite voix se fit entendre. « Je suis là, maman, dans la pendule !» Elle l'aida à en sortir et le chevreau lui raconta que le loup était venu et qu'il avait mangé tous les autres chevreaux. La maman se mit à pleurer. Toute malheureuse, elle sortit de la petite maison et le chevreau courut derrière elle. Dans le pré, le loup était caché sous l'arbre et ronflait en faire trembler les branches. La chèvre le regarda de près et observa que quelque chose bougeait et grouillait dans son gros ventre. « Mon Dieu !» pensa-t-elle. « Et si mes pauvres petits que le loup a mangés au dîner étaient encore en vie ?» Le chevreau fonça à la maison pour apporter des ciseaux, une aiguille et du fil. La chèvre cisailla le ventre du monstre et aussitôt le premier chevreau sortit la tête. Elle continua et les 6 chevreaux en sortirent, l'un après l'autre, tous sains et saufs, car dans sa hâte, le loup glouton les avait avalés tout entiers. Quel bonheur! Les chevreaux se blottirent contre leur chère maman, puis se mirent à gambader dans le pré. Mais la vieille chèvre dit « Allez les enfants, apportez des pierres, aussi grosses que possible. Nous les fourrerons dans le ventre de cette vilaine bête tant qu'elle est encore couchée et endormie. » Et les 7 chevreaux roulèrent les pierres et en farcirent le ventre du loup jusqu'à ce qu'il soit bien plein. La vieille chèvre le recousit très vite, de sorte que le loup ne s'aperçut de rien et ne bougea même pas. Quand il se réveilla enfin, il se leva, et comme les pierres lui pesaient dans l'estomac, il eut très soif. Il voulut aller au puits pour boire, mais comme il se balançait en marchant, les pierres dans son ventre grondaient. Il alla jusqu'au puits, mais les lourdes pierres le firent tomber dans l'eau, et le loup se noya lamentablement. Les 7 chevreaux accoururent alors et se mirent à crier « Le loup est mort, nous sommes sauvés, c'en est fini de lui !» Et ils se mirent à danser autour du puits, et la vieille chèvre dansa avec eux.
les oreilles. De l'autre côté de la montagne, dans la forêt de sapins, il y a une tanière, cachée derrière un gros rocher. C'est la maison de la famille Loup. Il y a Gros Loup, le papa, Marie-Loup, la maman, et leurs 2 petits-enfants. Lilou a 6 ans et elle va à l'école. Loulou, son petit frère, a 5 ans et souffre d'une terrible maladie, très rare chez les loups. Il a peur de tout. Une branche qui se casse quand il se promène et il se cache derrière un buisson. Une chouette qui ulule dans la nuit et il pousse des hurlements. Et je ne te parle même pas des soirs d'orage. Il se blottit sous sa couette avec les pattes sur les oreilles et attend immobile la fin du tonnerre. Quand ses copains viennent le chercher pour aller jouer près du ruisseau, Loulou ne veut jamais y aller et préfère rester dans sa chambre. Il dit qu'il a autre chose à faire parce qu'il n'ose pas leur avouer qu'il a trop peur. Il ne sort qu'avec sa maman, à qui il tient solidement la patte. Ça le rassure. Mais ses copains se moquent de lui sans arrêt. Tu n'es qu'un petit bébé qui a peur sans sa maman. Ouh, 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 Loulou. Va te cacher, va te cacher, va te cacher, Loulou. Et Loulou court vite dans sa chambre, ferme la porte à clé et se met à pleurer. Un petit bruit se fait entendre, des coups sur les volets. D'abord, bien sûr, Loulou est terrifié, mais il entend une petite voix toute douce et gentille. « Ouvre la fenêtre, Loulou, c'est moi, Balthazar !» Balthazar, c'est son copain le renard. C'est le seul qui ne se moque pas de lui. Parce que les moqueries, Balthazar, il connaît. Il en a beaucoup souffert quand il était petit. Alors s'il peut aider Loulou, il le fera. « Viens, Loulou, on va dans la forêt. Je comprends que tu aies peur, mais je vais tout t'expliquer. Et tu verras, tu auras plus peur du tout. » Et Balthazar lui montre tous les animaux de la forêt. Les écureuils, le hibou, les lièvres, les chevreuils. Tous disent bonjour et sourient à Loulou. Et maintenant que Loulou les connaît, il n'a plus peur d'eux. Ce sont les choses inconnues qui font peur souvent. Et ça, Loulou ne le savait pas. Mais quand Balthazar lui a dit qu'ils allaient dormir dans la forêt, Loulou a cru mourir de peur. C'est impossible ça, Balthazar. Je ne pourrai jamais dormir ailleurs que sous ma couette dans ma chambre, près de ma maman. Et puis, j'ai trop peur dans le noir. Tu vas voir, ça va très bien se passer. Avec quelques branches, Balthazar fait une cabane, un peu de mousse pour un bon matelas, et le tour est joué. Viens, Loulou, on va dormir tous les deux l'un contre l'autre. Si tu as peur, tu me réveilles. Et tu vois, il ne fait pas noir. Il y a plein d'étoiles. Regarde, celle qui brille très fort, c'est l'étoile du berger. Loulou n'est pas arrivé à s'endormir tout de suite, mais il n'avait plus peur des bruits de la forêt, puisqu'il savait que c'était la chouette qui chantait, les lapins qui passaient en courant et le cerf qui bramait au loin. Il avait juste peur d'être loin de son petit endroit confortable qu'il connaissait par cœur. Et puis, finalement, il se dit qu'il ne risquait rien, puisque Balthazar dormait à poing fermé à côté de lui. Et il s'endormit aussitôt. Je suis très fier de toi, lui dit Balthazar au réveil. Tu n'as plus peur des animaux de la forêt. Tu as dormi ailleurs que chez toi. Tu deviens un petit loup très courageux. Loulou a presque les larmes aux yeux en se rendant compte de tous ces changements. Plus peur des autres, plus peur de l'inconnu, plus peur du noir, plus peur de sortir sans sa maman. Il prit Balthazar dans ses bras et se mit à danser.
c'est à ce moment-là que des cris de terreur montèrent d'un buisson. En s'approchant, Loulou et Balthazar virent une petite biche qui était tombée dans un trou et qui ne pouvait plus sortir. Balthazar se préparait à la sauver, quand Loulou le bouscula. « Laisse-moi faire, je vais la chercher, je n'ai plus peur, j'en suis capable. » Loulou tendit la patte à la biche pour qu'elle s'accroche, mais c'était trop court. « Passe-moi vite un bâton, j'arrive pas à l'attraper. » Non seulement Loulou n'avait plus peur, mais il venait de prendre, pour la première fois, une décision tout seul. Balthazar n'en revenait pas, Loulou n'était plus le même. La biche put sortir du trou, remercia bien fort Loulou qui se mit à rougir de plaisir et de fierté. De retour à la maison, Marilou, la maman, pleurait tellement elle avait eu peur. « Maman, il ne faut pas pleurer, je suis là !» Maintenant, c'était Loulou qui consolait sa maman. C'était à n'y rien comprendre. Quand Loulou est parti jouer avec ses copains, tout le monde a compris qu'il avait grandi et n'aurait plus jamais peur. Ou peut-être un peu, de temps en temps, sûrement pour d'autres raisons. Mais maintenant, il savait comment faire.